J'aime marcher à contre-courant. J'aime la difficulté. Partir d'une page blanche en se disant « je veux faire voler un bateau », c'est peut-être l'histoire d'une vie. L'hydroptère, le bateau volant, est devenu en 2009 l'engin à voile le plus rapide du monde, en battant 2 records de vitesse, en faisant des pointes à plus de 100 km/h. C'est un type extraordinaire quand même. Hein. Sans lui, bon, le bateau, ça ne serait qu'une idée. Il n'aurait jamais existé. Il y a des moments où Alain, on se dit, mais ouais, ça va pas, quoi. Il est quand même pas tout à fait comme nous. Malgré les échecs, malgré les difficultés, il a toujours poursuivi. La durée, la constance, l'énergie, je sais pas comment il est foutu dans sa tête, mais c'est clair que c'est pas commun. Alain Thébault est une moderne incarnation du pionnier. Il a passé une vie d'homme à faire aboutir un rêve, celui de faire voler un bateau de 5 tonnes, à grande vitesse, à la seule force du vent. Et il a réussi. On fait un. Vas-y, Dich. Non, un bloc. Un fond dedans. Alors là, on a un plan porteur qui travaille dans l'eau comme une aile d'avion dans l'air. Ah, c'est plus humide. Donc là, on voit bien comment ça fonctionne. On est non pas sur les flotteurs qui sont, eux, à 1,50 m au-dessus de l'eau, mais uniquement sur les 3 plans porteurs qui soulèvent le bateau des vineux qui après, telle une petite risée, on part comme des balles. Voilà, c'est le cas là, regarde là. Ça pousse sur la 30 là. Regarde là, c'est bien ça. À 30. Ouais. Un bloc de bord. Combien là? Attends, je vais demander. Combien là? Voilà. Alors, la terrasse me confirme que c'est 35 là. Moi, je pense que tous les bateaux voleront un jour, ça c'est clair. Là, regarde. Regarde. Mais regarde, on a un bloc là, regarde. C'est vraiment un truc extraordinaire, ce bateau. Et la passion qui va avec, parce que moi, j'ai assisté au premier vol de Concorde avec les émotions dans le ventre. Et les premiers vols d'hélicoptère, enfin pas les premiers, mais les vrais vols d'hélicoptère avec la même émotion. En disant, regarde, cet engin que tu as essayé de faire, il est en train de se tordre à l'intérieur comme toi à l'intérieur de tes boyaux, quoi. Et c'est une aventure extraordinaire, les deux. Et moi, je mène les deux en parallèle. Bien sûr, les moyens n'étaient pas les mêmes. Bien sûr, l'hydroptère, c'est pas la Concorde de ce point de vue-là. Mais du point de vue résultat, c'est pareil. Hein. La même passion des gens qui ont travaillé dessus. Et la même impression d'un truc qui est quand même extraordinaire de beauté dans son vol. Hein. Alain Thébault est un enfant du Guilvinec, un port de pêche situé tout au bout de la Bretagne. Mais au Guilvinec, Alain Thébault s'ennuyait. Sauf les jours où, après l'école, il cavalait jusqu'au port. Avec mon cousin Jean-Luc Quignou, nous avions un canot pneumatique jaune et bleu et nous allions surfer les vagues des chalutiers qui rentrent dans ce port du Guilvinec. Et ça génère, en fait, le canot pneumatique colle à la pente. Et donc ça générait une frustration énorme. On voyait les mouettes autour, on se disait, mais je me suis dit un jour je volerai.
Au port de pêche, c'est pas le métier de pêcheur ni l'air marin qui l'attirait. À quoi rêvent les enfants du bord de mer, c'est parfois un grand mystère. D'où viennent les envies? Comment naissent les destinées? Au fond, l'histoire de l'hydroptère doit beaucoup aux mouettes du Guilvinec. C'était un cheminement difficile, long, complexe, et contre vents et marées. Aujourd'hui, notre bateau vole. Le canot pneumatique filait 2 nœuds au surf à pleine vitesse. Aujourd'hui, nous sommes à 55 nœuds, avec des pointes à plus de 100 à l'heure. C'est quelque chose de fascinant. Effectivement, c'est le mélange de 2 mondes. Ma maman est enterrée ici, elle est issue d'une famille de pêcheurs. Mon papa réparait des avions. Je les ai peu connus tous les deux, mais ce rêve a pris forme sur les vagues et ce quai du Guilvinec. Pour faire voler un bateau, il faut d'abord un rêve d'enfant. Mais ce que ne savent pas les enfants, c'est que parfois les adultes ont les mêmes rêves. En 1976, Éric Tabarly essayait de faire voler une maquette de 6 mètres qui reposait sur des foils et qui avait navigué le temps d'un été. Les marins qui ont en tête de faire voler les bateaux n'étant pas si nombreux, il arrive parfois qu'ils finissent par se rencontrer. En 1984, Alain Thébault avait passé un été à dessiner les plans d'un hydroptère. Il venait les montrer à Éric Tabarly, qui l'attendait chez lui en Bretagne. C'est une rencontre puissante au coin de la cheminée, sur un banc en bois, avec une présence, un charisme, et puis une histoire. Éric, c'est l'histoire c'est un pionnier en fait, le premier à avoir cru aux bateaux qui volent. Donc je suis arrivé avec mes plans un peu ridicules. Donc Éric m'écoute, regarde les plans, les commente, et après il me dit mais écoute, tu as l'air bien déterminé, si tu le souhaites, tu peux rester à Bénodet. Tu t'occupes de tout et si ça marche, je te prendrai à mes côtés. Et il m'a quand même laissé entendre que ça prendrait du temps. Le temps dura 10 ans. Le temps de commencer par fabriquer une maquette de la taille d'un jouet que Thébault tirait au bout d'un fil pour la faire décoller. Le temps de construire un petit hydroptère de 6 mètres qui vole, s'appuie sur des foils et file au-dessus de l'eau de plus en plus vite. Le temps de comprendre que pour qu'un grand bateau volant voie le jour, le meilleur moyen est d'aller voir ceux qui font voler les avions. Dassault, je l'ai rencontré pour la première fois au Salon du Bourget. Voilà, comme je n'arrivais pas à obtenir de rendez-vous avec Monsieur Dassault, je me suis dit que le plus simple était d'exposer ma maquette, mon bateau, au milieu des avions au Salon de l'aéronautique. Et ça a marché. Je l'ai croisé, ainsi que son vice-président, et ils ont décidé de m'aider. En bon vendeur, avec le carnet d'adresse de Tabarly, persuadé que son engin naviguerait à la confluence de l'air et de l'eau, Thébault réussit à embarquer dans son aventure les fleurons de l'industrie aéronautique et des constructions navales. Les grands industriels se sont impliqués dedans parce qu'ils y trouvaient sans doute un apport de leur propre technologie de pointe. Dassault est intervenu, toute l'industrie aéronautique française est intervenue avec ses techniciens les plus pointus. Dassault, pour moi, c'était quelque chose, ils font de beaux avions, puis comme disait Marcel Dassault, le fondateur, un bel avion est un bon avion. Donc on essaie de faire un beau bateau. Et on vérifie que si le centre de gravité est trop en arrière, 10 ans, le temps d'entamer une aventure technologique avec des ingénieurs, comme Philippe Perrier, filmé chez Dassault. Poignée d'hommes passionnés qui continuent d'améliorer le quotidien de l'hydroptère aujourd'hui. Un jour, Thébault les a surnommés les papés. Ah, les papés. Alors les papés, c'est tous ceux qui travaillent bénévolement pour l'hydroptère, qui ont une certaine expérience en général dans le milieu aéronautique, puisque grosso modo les papés ils viennent soit d'Aérospatiale, d'Airbus ou de Dassault, et qui pour la plupart sont à la retraite, mais c'est pas mon cas, mais je porte avec fierté le terme quand même. L'hydroptère est né pour partie, si l'on peut dire, dans les maternités aéronautiques de Dassault et de l'Aérospatiale.
Dans des usines ou d'ordinaire, naissent les avions. 10 ans, le temps de transformer un rêve d'enfant en projet d'envergure nationale. À l'échelle 1 de l'hydroptère. On ne savait pas trop si c'était un bateau ou un avion. Il a plutôt tendance L'hydroptère n'est pas le Concorde. Et pourtant, les industriels et les politiques y voient l'incarnation de l'excellence technologique, comme Concorde ou le TGV. Faire déjauger complètement un voilier de haute mer, voilà l'objet du défi technologique et sportif qu'Éric Tabarly a initié en 1976. C'est bon ? 10 ans pour que sorte des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, un hydroptère. 18 mètres de long, une masse de 5 tonnes au décollage, un bateau volant. Non, l'important, c'est pas de mettre la coque dans l'eau, c'est de l'extraire. Le 1er octobre 1994 est un grand jour. Pour la première fois, avec à son bord Jean Le Cam et Michel Desjoyaux, deux des meilleurs navigateurs français, l'hydroptère joue avec la crête des vagues. On en est au tout premier vol, donc on défriche. Il faut d'abord voler de manière stable avant de voler vite. Donc maintenant qu'on a obtenu la stabilité, on ouvre le domaine des hautes vitesses à chaque sortie. La sensation de renvoyer Archimède au placard en se disant le bateau ne flotte plus mais vole, c'est quelque chose qui pour moi était complètement nouveau au début de l'année. Il faut le mettre sur le nez, toi. Avec puissance max, on borde, on le met sur le nez. Dès qu'on a la vitesse, on cabre un peu le bateau en abattant. Et on part sur la tranche. 12 ans après leur première rencontre, l'hydroptère n'est plus une chimère. Il est l'aboutissement d'une idée, imaginée par Éric Tabarly en son temps, concrétisée par Alain Thébault. J'avais confiance dans que ce bateau puisse marcher, oui. Et puis comme lui, il s'accrochait bien, il a été vraiment persévérant. Un pionnier pourrait facilement passer pour un casse-pied, en raison de son entêtement. Mais sans ténacité, comment ferait le pionnier pour résister aux coups durs, au vent mauvais et à l'adversité? L'hydroptère a toujours navigué en mer agitée et d'une certaine manière, c'est un miracle que ce projet ne soit pas mort à plusieurs reprises. Malgré la casse, je me suis dit que les problèmes techniques, on saurait les résoudre un jour ou l'autre. Il a eu le courage et le mérite d'avancer toujours, parfois contre vents et marées, c'est pas un euphémisme. Le 22 juin 1995, l'hydroptère effectue une sortie de prestige en baie de Quiberon avec la frégate Surcouf de la Marine nationale. L'hydroptère a belle allure. Thébault et son équipage ne manquent pas d'ambition. Ils envisagent prochainement de faire tomber les records, à commencer par la traversée de l'Atlantique en 4 jours au lieu de 7. Donc en ce jour d'été, l'avenir de l'hydroptère est bleu comme le ciel. On volait avec environ 20 nœuds de vent, avec une vitesse stabilisée de l'ordre de 25 nœuds, et on se rapprochait de la frégate Surcouf. Et tout d'un coup, crac. Un craquement sinistre comme une fracture. Le bras de liaison bâbord s'est désintégré. Partis d'une feuille blanche, les ingénieurs aéronautiques ont sous-estimé les efforts sur la structure en carbone, qui a atteint ce jour-là par endroits 20 tonnes par mètre carré, au lieu des 10 tonnes prévues. C'est beaucoup plus compliqué qu'un avion, un hydroptère. Parce que l'hydroptère, il navigue à la fois dans l'air et dans l'eau, alors qu'un avion, il est uniquement dans l'air. Et finalement, les caractéristiques de stabilité, de comportement,
sont beaucoup plus complexes que celles d'un avion. On est content d'avoir ramené le bateau. C'était pas acquis. On est mal. Mais mal, tout est relatif. Je pense qu'il y a des gens, quand on a un cancer des poumons, on est vraiment très mal. Quand on vient de casser son bateau et que finalement il marche assez bien, on a l'espoir de le voir renaître. Au fond, la vie de l'hydroptère est contrastée, comme certains jours le ciel de Bretagne. Il y a l'ombre et la lumière, les succès et les échecs, les doutes et les espoirs. L'hydroptère est un projet pionnier techniquement complexe, qui en 10 ans va connaître 3 avaries majeures. À certaines périodes, quand s'accumulent les ennuis techniques et les soucis financiers, Thébault s'entête, refuse les compromis. Par fierté et par la haute idée qu'il se fait de l'hydroptère. Vous est-il arrivé de vous opposer tous les deux? Oui, bien sûr, mais c'est comme ça que ça marche. Il ne faut pas toujours dire oui à tout ou dire non à tout. Je m'étais accroché avec le président d'une grande entreprise qui voulait son logo en gros sur la voile et on n'avait pas vraiment les moyens de développer. Voilà, je lui ai dit, monsieur le président, personne n'est indispensable. Et ça s'est mal terminé pour moi. Je vivais ensuite dans ma voiture, mais j'étais libre. Heureusement qu'il était têtu. Je pense que l'hydroptère ne serait pas là si Alain Thébault n'était pas têtu. Et l'audace, c'est aussi de savoir mourir sur un quai ou vivre dans une voiture et de refuser quelque chose qui ne vous paraît pas acceptable. Alain Thébault a donc dormi sur un banc, vécu un hiver dans sa voiture, et il a fini par se réconcilier avec Philippe Camus. Dans une vie de pionnier, l'hydroptère est un objet envahissant. En fait, la vie d'Alain Thébault n'a jamais cessé d'enlacer de manière intime la trajectoire du voilier volant. C'est une étreinte passionnelle qui fatalement cause quelques dégâts relationnels. Allô ? En fait, je suis à la Trinité-sur-Mer, là. C'est la désolation, la Céline est partie. Avec les meubles et tout, c'est... Ouais, non. Oh, mais ça va. Non, mais ça va en fait. Ça fait tout drôle de voir l'appartement vide comme ça, mais ça va. Ok, ciel. Et plastique. C'est les brassières. Une morse, la notice. Et tout ça pour la vie. Voilà. Elle est partie avec ses meubles, moi je n'en ai pas beaucoup. Finalement, mon principal meuble est un meuble en carbone et en titane. Donc j'aime le bois, c'est mon matériau préféré, mais ça ne me pose pas de problème particulier que les meubles volent également. Quelques années auparavant, la mère de ses 3 filles était partie. Et là, sa compagne du moment s'envolait pour un temps. Le pôle affectif est... à marée basse. Voilà, mais la marée basse, c'est joli aussi. On découvre des choses, on découvre des cailloux, on découvre des choses que l'on ne voit jamais, sur soi-même notamment, avec un relief qui est très particulier et... Enfin, j'ai hâte que la marée remonte tout de même.
encore début 2005, les équipiers sont en combinaison de survie. Mais Au cas où. on se traîne, on a fait 37 nœuds tout à l'heure, mais on peut pas attaquer. Il faut qu'on soit calme, à 4, calme. Alors l'objectif sportif, c'est de stabiliser la vitesse que l'on vient de filer, à savoir 37 nœuds, sur une traversée de la Manche entre Douvres et Calais. Et Blériot, avant de traverser la Manche, a cassé 10 avions. Nous avons eu que 4 versions de l'hydroptère, et celle-ci sera la bonne. Le 25 juillet 1909, après bien des déboires, l'aviateur Louis Blériot réalise la première traversée de la Manche. Exploit d'un pionnier, qui marquait l'envol de l'aviation au détriment des dirigeables. Allez, c'est maintenant, hein. On y va. Ça envoie. Tenez-vous. Accrochez-vous. François Vaillauglin. Ça envoie. Ok. Le 9 février 2005, l'hydroptère améliore le temps de Blériot, mais c'est anecdotique. Ce record n'a aucune valeur sportive. Simplement, pendant plus d'une demi-heure de traversée, l'hydroptère a tenu une moyenne de 33 nœuds, 61 km/h. Je savais qu'on le battrait, ce record. La portée symbolique, pour moi, était très importante, et je me suis dit, à cette époque, si on peut traverser la Manche plus vite que Blériot, peut-être qu'un jour, on doit pouvoir faire le tour du monde en moins de 40 jours. Enfin, voilà, j'ai basculé vers le déraisonnable à partir du record de la Manche. À Lanzarote, aux îles Canaries, c'est filmé comme un film de vacances par l'équipe de l'hydroptère. Mais l'ambiance n'est pas à la rigolade, ni au bain de mer. Alors c'est l'hydroptère qui est au fond là-bas? Exactement, ouais. Donc l'hydroptère est là, et donc il est sur le pied depuis 5 mois là. C'est sans doute l'épisode le plus noir de l'histoire du bateau volant. La fois où il faillit mourir sur un quai. Parti pour traverser l'Atlantique, l'hydroptère entamait sa traversée du désert. Il manquait 100 000 € pour amener le bateau en France et le réparer. Entre Paris et les Canaries, Thébault essayait de sauver un projet à bout de souffle. Nous avons eu un souci technique il y a quelques mois à 50 000 au nord. Il y avait 3 mètres de creux, le bateau filait 25 nœuds. On a percuté un globicéphale ou une espèce de grosse tortue lutte de 400 kg. Donc nous avons rapatrié la pièce abîmée en France et Airbus, puis le cyclone d'État a achevé de nous casser le bateau. C'est triste de le voir comme ça, hein, tout de même. Alors qu'est-ce qu'il y a eu d'abîmé? On va faire un petit tour, non? Il est sérieux l'impact sur l'intrado. Les flotteurs, donc là il y a un trou dedans, c'est ça? Les flotteurs. Et sur la coque centrale, à part l'impact, donc... On est resté figé à Lanzarote. Effectivement, tout le monde était effondré. C'était une période particulièrement difficile, car les deux acteurs industriels français qui nous soutenaient à l'époque, ADS et Alstom, donc, se sont arrêtés de nous soutenir. Quand on a une difficulté de ce type, il faut vendre son appartement et se dire que ça va être difficile à titre familial. Mais bon, ça m'est arrivé plusieurs fois, et je dirais que l'argent, c'est un outil en fait pour aller au bout de ses rêves, ça n'est pas une fin en soi. Quand on était, nous, au creux de la vague, en se disant, on a encore planté le bateau sur une baleine à Lanzarote, enfin, comment on va s'en sortir? On n'osait même plus l'appeler, les papés, on n'osait même plus l'appeler pour dire... Et c'est lui qui, quelques jours après, m'appelle, il dit, tu crois au Père Noël, toi? J'y ai cru à l'époque, et bien je viens de le trouver.
Début 2010, gare de Lyon à Paris. Depuis 5 ans, Alain Thébault fait des allers-retours entre la France et la Suisse. Parce qu'à Genève, vit l'homme qui a sauvé la vie de l'hydroptère. Je venais de publier mon premier livre, Pilote d'un rêve, en 2005. Et alors, un homme, Thierry Lombard, appelle. Est-ce que je peux humblement vous aider, enfin modestement vous aider? Vous avez déjà envoyé 2 mails. Et puis j'aime l'humilité. En fait, c'est une approche très, très modeste de Thierry Lombard. Thierry Lombard est un homme discret. Thierry Lombard préside la plus ancienne banque privée de Genève, fondée en 1796. Thierry Lombard aime la peinture de Magritte, les histoires de Jules Verne et les aventures de Tintin. Thierry Lombard a lu le livre d'Alain Thébault et son histoire l'a touché. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Donner un petit coup de main. Donner un petit coup de main et d'appeler Alain et de lui poser la question au fond, est-ce que ce rêve qui s'est un peu écorné, arrêté, qui est un peu abîmé sur un quai de Lanzarote, est-ce qu'on pourrait essayer de lui redonner la possibilité de revoler? Je pensais que c'était un beau projet. Je pensais que c'était un projet qui avait besoin d'un peu de structure, de compétences, d'organisation. Je suis peut-être mieux et meilleur dans ce volet-là que dans les volets de créativité. Pour moi, Thierry, c'est pas vraiment un banquier, c'est plutôt un enfant. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais il a vraiment l'œil qui pétille. Je sais pas s'il est banquier, mais en tout cas, il en a pas le... Pour moi, un banquier, c'est pas un personnage comme lui, un personnage un peu de roman, un personnage, un grand enfant. Voilà, donc j'étais très surpris. Lors de leur première rencontre, Thierry Lombard avait emmené Alain Thébault dans son château, situé à Bavois, à côté de Lausanne. La stabilité en roulis va être beaucoup plus importante et on va avoir des vitesses moyennes assez élevées. Et je pense qu'on va avoir une bonne vitesse aussi dans le petit temps. Alors ça, c'est vraiment l'inconnu des équilibres. Là, je vous laisse manœuvrer. Ça, c'est bien comme ça. C'est un petit pas de plus dans une longue histoire et belle histoire de records, de projets, de rêves, et une petite goutte dans un bel océan. Nous sommes copilotes de ce rêve et à 2, on va beaucoup plus loin. Hein. Voilà, donc, et puis c'est quelque chose que j'ai envie de partager. J'aime foncièrement cette histoire et depuis que nos amis suisses sont arrivés, elle a changé de dimension. Voilà, non seulement en termes d'organisation, mais il y a un mariage de volonté, de passion. Voilà, donc je pense qu'il y a une parfaite complémentarité, aussi têtue d'un côté que de l'autre, et puis très fort ensemble. À partir de 2005, Thierry Lombard n'a pas cessé de s'investir personnellement dans le projet de l'hydroptère. Ça fait quoi comme l'argent? Ça va faire 35 pieds, ça va faire, disons, 11 mètres. C'est bien. Sous l'influence de Thierry Lombard, l'hydroptère passe un contrat de partenariat avec l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, une puissance scientifique. Certains de ces étudiants et de ces chercheurs vont travailler en étroite collaboration avec les ingénieurs aéronautiques, les polytechniciens et les marins proches d'Alain Thébault. On
se penche sur des problèmes physiques d'une grande complexité. À titre d'exemple, la pression exercée sur un foil peut être 2 fois plus élevée que sur une aile d'avion de chasse. Au laboratoire de technologie des composites, on travaille sur des procédés de fabrication et d'assemblage. On teste, on évalue les efforts qui affectent l'hydroptère avec des échantillons de carbone. À 5 tonnes, c'est rupture à 5 tonnes. Ouais. 4 tonnes et demie, 5 tonnes. Sur des pots comme ça. Il y a des problèmes de couplage hydroélastique, de flexion, torsion. Ça peut conduire à la perte des appendices, notamment le gouvernail. À 55 nœuds, nous sommes au-delà de 100 à l'heure. Et il y a des phénomènes hydrodynamiques et des phénomènes de structure qui peuvent amener à la perte de cette pièce. Donc on perdrait le contrôle du bateau. C'est quand même très dangereux. Donc on est très heureux d'avoir cette forte dimension scientifique sur laquelle nous nous appuyons. En fait, on leur fait une confiance quasi totale. En Suisse, au pays de l'horlogerie et de la précision, le rapport au temps d'Alain Thébault va s'accélérer. L'hydroptère entre dans une ère nouvelle. À partir de 2007, arrive le temps des très hautes vitesses à la voile. En combinaison jaune, en étoffe des héros s'approchent les hydroptériens. Damien Colgrave, ingénieur. François Casala, ancien véliplanchiste de haut niveau. Alain Thébault n'a pas le baccalauréat. Jean-Mathieu Bourgeon, ingénieur en hydrodynamique. Anders Bringdahl surfe les vagues les plus hautes de la planète en planche à voile. Jacques Vincent, un pur marin, 8 tours du monde. Ça génère forcément un stress, hein, c'est un prototype. On va à haute vitesse, il y a de l'inconnu. Il faut des réflexes ultra rapides, quoi. À cette vitesse-là, tout se passe tellement vite. On a vraiment une impression de vitesse, de vibration et on retient son souffle. Je dirais que le plus difficile, c'est de faire une trajectoire la plus pure possible. J'ai une mire que je déplace dans le bleu. Je ressens tout dans mon becquet carbone. Je pilote avec les tripes, les instruments ont un temps de retard. En fait, et je reçois toutes les informations extérieures. Les gars crachent des infos. Jaco ou Jérémy lisent le plan d'eau. François m'annonce ses vitesses. Jean-Math l'assiette longitudinale. Et je transforme tout ça dans le plan horizontal en vitesse max. J'ai plutôt un espèce de stress vis-à-vis de la mécanique, c'est-à-dire que je redoute la casse du bateau parce que c'est un sport mécanique et puis que tout est calculé au plus juste et qu'effectivement on peut casser des choses, quoi. Nous savions ce jour-là, je pense, que c'était limite. C'était une mauvaise décision que de partir avec 45 nœuds de vent, avec un bateau surpuissant, avec une eau à 8 degrés.
cassé là? Ouais, il y a que le mât qui est cassé. Pris par une rafale de vent, le bateau a chaviré. Bilan humain, heureusement sans gravité. Alain Thébault eut tout le temps de méditer cette citation de Winston Churchill, qui dit que le succès, c'est d'aller d'échec en échec, sans perdre son enthousiasme. Le bilan est mitigé, plus de 100 km/h à la voile. Là, on a vraiment passé le mur du vent. On a quelque chose d'assez extraordinaire du point de vue de la glisse, des sensations très aérien. Ça s'est mal terminé, mais bon, on défriche, c'est un peu le lot des pionniers. 100 à l'heure à la voile, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore tout à fait. Avez-vous fulminé ce jour-là? Non, moi je fulmine pas quand il y a des difficultés. La première chose qui était importante, c'est de savoir que personne n'était blessé dans le cadre de ce projet. C'était la seule chose qui m'importait. Ensuite, on peut se mettre autour d'une table et essayer de trouver les bonnes solutions. Les belles relations, elles sont toujours tumultueuses. Si je meurs demain, tout est prévu en fait. Je suis prêt. L'engagement est tel que chacun doit, non pas ne pas avoir peur, mais chacun doit mesurer le risque pris. Je me souviens de Jean Bathieu, mon bras droit, qui m'a dit là, c'est chaud, mais c'est tout le temps chaud dans ces gammes de vitesse et nous sommes face à l'inconnu. Donc chacun doit mesurer le risque. Certains ont pris l'initiative de débarquer du projet parce qu'ils ne le sentaient pas et c'est tout à fait respectable. Je préfère quelqu'un qui me dise « écoute, je ne le sens pas et je m'en vais » plutôt que d'avoir à bord quelqu'un qui ne mesure pas le niveau de risque qui parfois est élevé. Vous pouvez m'aider à mettre la table, je vais les essais. Qu'est-ce qui vous inspire? Tomates. Tiens, est-ce que quelqu'un peut m'aider à couper les tomates? Tiens, alors, tomates. Faut mettre les trois, papa? Oui, je pense. Ananas, tu vois? Ananas. Ananas? Pomme. Ananas. Héloïse, ananas? Victoire, pomme. Ok. Je prends la petite. La petite? Là, je vais préparer. C'est un bon papa. Mais il est compliqué. Parce que il y a le bateau et c'est compliqué parce que quand il y a beaucoup de vent, et ben il doit partir. Sur un cheval, tu peux aller vite, mais sur un voilier, il faut être raisonnable. Sur un cheval aussi. Hein. Sur un cheval, il faut être raisonnable. Mais non, mais le cheval, t'as rien à faire sur le cheval, tu montes dessus et c'est tranquille. Bah non vas-y, fais-le alors. Ah bah non, moi je vais avoir les pieds qui touchent sur le cheval, j'ai trop peur. J'aime cette alternance de phases de douceur au coin du feu, avec mes enfants, leurs problèmes, la vraie vie, et puis la très haute vitesse, ce monde que peu de personnes connaissent. Voilà, c'est assez curieux. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ce titre « Pilote d'un rêve » pour mon premier livre, parce que par moments c'est pilote d'un cauchemar. Et je pense que les filles ne le mesurent pas. Non mais en même temps, ce serait infernal si notre vie dépendait entièrement du bateau. Quand même. Genre, le bateau est cassé, plus personne ne parle à table. Hein. Surtout, on ne m'énerve pas, mon bateau est cassé, il faut que je trouve de l'argent. Personne ne parle. Ce serait horrible, ce serait invivable. Non, ça va, c'est pas comme ça. Bah, une fois, je lui ai dit que ça faisait 20 ans qu'il travaillait et il avait toujours pas réussi à avoir un record. Son bateau a cassé beaucoup de fois, mais maintenant, il marche bien. Et il peut aller vite, alors c'est bien. Automne 2009, en rade d'Hyères à côté de Toulon, 11 hommes à bord escaladent le mur du temps.
Ok, plein, Daniel, à fond. En place, à bloc. Stop, visez maintenant. Seb, vas-y. Maintenant, on est dans le match de l'arrivée. 40. À fond, les gars, à fond. Allez-y. Allez, au plein. Demi-longueur. Allez, mulez, on passe à fond. À cette époque, l'engin à voile le plus rapide au monde est un kitesurf, dont le record sur 500 mètres se situe juste au-dessus de 50 nœuds, 92 km/h. Pour faire mieux, il faut parcourir 500 mètres en moins de 20 secondes. C'est assez pour revoir l'histoire d'une vie. Les mouettes du Guilvinec, la maquette, le bateau qui vole, les avaries, le doute, les railleries, les ennuis techniques, les soucis personnels. L'hydroptère va-t-il réussir? La structure va-t-elle tenir? 51,36 de moyenne sur 500 mètres, 59,17 sur un mille nautique. En 2 mois, l'hydroptère fait tomber 2 records de vitesse. C'était extraordinaire, des pointes au-dessus de 100 km/h, on a une pointe à 102 km/h. Donc le record absolu de vitesse à la voile est désormais le nôtre. C'est vraiment une œuvre collective fantastique. Deux personnes ont eu un rôle décisif. Éric Tabarly y a cru avant tout le monde. Il a donné une impulsion décisive, il m'a parraidé, il m'a aidé, il m'a soutenu, il m'a porté. Et au moment où je trébuchais, Thierry Lombard, un banquier suisse, m'a dit « Alain, est-ce que je peux humblement vous aider ?» Éric Tabarly, Thierry Lombard, on a su collectivement porter ce bateau, cet oiseau de 7 tonnes qui, il faut décoller dans des accélérations prodigieuses, dépasse les 100 km/h, c'est fascinant. Who's driving? The chief. Réduire la surface, tout à fait, ouais. Tu optimises plus ta surface. C'est bien, double record mondial. Bon, on a ça. fait le job. Job done. Job. My done. Amiral, je suis très ému de recevoir cette distinction aujourd'hui. Il s'agit en effet de notre première distinction. Et je ne peux conclure sans remercier les femmes, et notamment mes 3 filles, Joséphine, Héloïse et Victoire, avec elles à la montagne, quelques jours avant le record. Les enfants, nous avons sur les fichiers météo des conditions exceptionnelles. Puis-je vous laisser toutes les 3 seules à la montagne, dans cet hôtel, pendant 1 semaine? Vas-y papa, c'est ta passion, nous savons que tu vas y arriver, fonce. Les enfants, merci. Ces 2 records et cette distinction sont aussi les vôtres. Merci à vous tous. En décembre 2009, place de la Concorde à Paris, Alain Thébault reçoit le prix du chef d'état-major de la Marine. Félicité par Jacqueline Tabarly. Félicité par Philippe Perrier et les Papés. Merci pour l'autorisation de vacances. Admiré par ses filles. Merci pour l'autorisation de vacances. Au début de son aventure, Alain Thébault avait pour ambition de naviguer au large et de battre des records en haute mer. Les années ont passé, l'hydroptère a juste traversé la Manche et pas encore l'Atlantique. Faut-il pour autant s'en moquer ? Aujourd'hui, l'hydroptère est le bateau, l'engin propulsé par les voiles le plus rapide qui existe au monde. Moi, je pense que ça suffit pour clouer le bec à tous les détracteurs. Et il y en aura toujours qui seront contre parce qu'ils auront peur d'aller vite, parce qu'ils auront peur de voler, parce qu'ils n'auront jamais mis les pieds sur un truc comme ça. Tant pis pour eux, parce que c'est tellement magique qu'il faut aller le faire. Quand on est capable d'aller contre les attaques
qu'il y a pu y avoir sur ce projet et de garder la tête haute et de continuer son chemin, je dirais que ça, c'est quelque chose de fort. C'est-à-dire qu'il faut des hommes forts dans ce genre de situation. J'avais 3 options. Soit publier mon recueil de poésie, soit m'occuper de mes rosiers, soit faire le tour de la planète en volant en 40 jours. Aborde le rêve ultime. Ça, c'est quelque chose de puissant en fait. Et c'est quelque chose qui me transporte. L'histoire d'Alain Thébault a débuté comme dans les contes de fées. Sa mère était fille de marin-pêcheur, son père réparait des avions. Entre l'aérien et le maritime, son enfance aurait pu le transporter, mais non. Elle fut grise comme un nuage d'hiver. J'étais enfermé parce que j'étais dans un pensionnat. Ma maman était dans un hôpital psychiatrique. Donc je la voyais assez peu, j'ai dû la voir 4 fois. Mon papa était en Afrique, sur un autre continent, donc c'était une vie... j'étais en partie élevé par ma tante. Et puis j'étais dans un pensionnat trop jeune pour être en pension avec les garçons, donc j'étais misogyne à l'époque. Il n'y avait que des filles partout. Pour se structurer, on a besoin de ses parents. Et à défaut de les avoir, il faut créer ses propres règles. Donc la seule règle que j'avais, c'était 4 murs et un vasistas avec un coin de ciel bleu de temps en temps. J'avais besoin de changer d'air, j'avais besoin d'une vie plus colorée. C'était difficile, le pays est rude en fait. Il suffit de regarder le diamètre des gouttes de pluie assez fréquentes. Donc j'aspirais à plus de liberté. Je voulais sortir de